Les garçons et les filles, donc nous commençons la petite session un peu particulière dans la dimension sportive, dans la dimension sport-co notamment. Il y a peut-être quelque chose à aller creuser ensemble entre entraîneurs à notre tout petit niveau, bien évidemment, sur comment entraîner le risque, comment le favoriser ou pas, comment l'encadrer, comment le gérer, comment l'adapter après. Enfin voilà, c'est un sujet qui me semblait assez pertinent, qui relève bien sûr de philosophie, de culture, hein, d'identité, de sensibilité, donc on va en parler. La meilleure manière de faire, c'était, je pense, de partir de cas concrets. Donc, je vous ai demandé, et puis on a tous des idées en tête, hein, de domaines possibles dans lesquels peut s'appliquer la gestion du risque, hein, ou de la prise d'initiative. Ça peut être le jeu, mais ça peut être tout un tas d'autres choses dans le cadre du rugby. Donc, les débats vont être assez larges, et je vous fais confiance, bien évidemment, pour qu'ils soient très interactifs, pour que on éclaire ce sujet assez particulier qui est un peu dimension de terrain, mais pas que, pas seulement dans le terrain. Voilà. Si vous êtes OK avec ce lancement de thème, je vous propose de commencer par le tour d'écran, comme on le fait à l'habitude, et puis on va laisser la parole par notre invitée féminine. J'ai l'habitude qu'on dise les gars et que je sois dans le groupe, donc ça ne me choquera pas, hein, franchement. D'accord. Merci de ta présence. On te laisse te présenter. Cindy Laplace, je suis préparatrice mentale, donc j'ai un cursus TAPS, une licence et un master en préparation psychologique à Montpellier. Et je suis revenue faire mon stage il y a quelques années à Colomiers Rugby, tant que les Réchelles, la dernière année que les Réchelles existaient. Et après, j'ai suivi les Goderman et les Alain Mercerie sur la dynamique de groupe. Je suis notamment intervenue sur la formation DEGEPS pour les entraîneurs au CREPS. Et aujourd'hui, j'accompagne aussi bien les sportifs en individuel rugby, mais aussi d'autres disciplines, des arbitres et des coachs. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver. Merci à toi. On va continuer le tour d'écran de la droite vers la gauche. Donc Will, à toi, en plus, entre Colume et Reims, on va dire. Oui, moi, ça fait 3 ans que je suis sur Colomiers et que je m'occupe du développement de la section féminine. Voilà, et en parallèle, je m'occupe aussi d'une autre structure dans un autre département voisin. Pareil, féminine en Fédéral 2. Voilà, et j'ai obtenu mon DE l'année dernière. Voilà, donc j'ai pas eu le plaisir de croiser Cindy en formation DE au Crêpes Toulouse, mais parce qu'elle devait être déjà partie. Mais voilà, on a beaucoup parlé de ça, de préparation mentale et de choses comme ça. Et c'est très intéressant et je l'utilise beaucoup. Voilà. Sébastien ? Alors, bonjour à tous, moi Sébastien, je suis en Auvergne. Je m'occupe actuellement d'un club, ce qu'on appelle honneur, ça s'appelle Préfédéral maintenant. Voilà, dans la banlieue clermontoise. Et sinon, avant, je passais sur des jeunes, des sélections, rugby à 15, rugby à 7. Et je suis aussi particulièrement intéressé par la préparation mentale. Alors, oui, on va parler de la gestion de risque, d'une thématique, on va l'éclairer de différents domaines d'expertise. Voilà. Merci Seb. Au café, vas-y. François, à toi. Moi, je suis un ancien joueur d'Angoulême. J'ai un brevet d'État, à l'époque ça s'appelait brevet d'État, du CREPS de Poitiers, il y a une vingtaine d'années. Ensuite, j'ai immigré au Canada, où je suis actuellement directeur technique de la Fédération du Québec et j'ai été les 10 dernières années entraîneur de l'équipe nationale féminine pendant 2 Coupes du Monde et d'équipe masculine quand ils ont viré l'entraîneur après la Coupe du Monde 2015. Et voilà, bon, en gros, plus 2-3 autres trucs. Mais voilà. Ok. Et on finit par la Martinique. Bonjour, donc moi c'est Stéphane. Moi je suis auvergnat d'origine et globetrotter du rugby. Moi j'ai eu la chance de visiter la France et aujourd'hui d'être dans les Antilles. Je suis titulaire d'un brevet d'État et je suis cadre technique territorial au sein du département, du territoire depuis 15 ans. Voilà. Je répète, et c'est vraiment du fond du cœur, merci à Stéphane et à François d'avoir fait l'effort de se lever à 4 h du matin pour nous rejoindre. Je suis un peu salaud avec les horaires, mais au moins comme ça, c'est toujours les mêmes horaires pour tout le monde et c'est beaucoup. Merci, merci les gars. Merci. Allez, on attaque sur le sujet, on va dire pour l'instant gestion du risque.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça vous inspire? On va faire pareil, un tour d'écran un peu général là-dessus. Et puis après, je vais vous demander de finir votre intervention par voilà, le risque, moi, je l'applique ou je le vois plutôt dans tel domaine. Et on va sortir des thématiques de jeu, des thématiques de stratégie, des thématiques de formation, hein, formation technique, de différentes choses, des thématiques mentales aussi. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes OK de balayer un peu le spectre largement entre nous d'abord? Tu commences? Tu veux? Allez, ouais, si vous Allez. voulez. Moi, la gestion de risque, alors c'est vrai que comme tu dis, il y a plusieurs thématiques, hein. Je la vois vis-à-vis du joueur. C'est ce que je te demandais hier par rapport un peu à filtrer un peu et recentrer, être plus précis. Ben, moi, quand tu me parles de gestion de risque, souvent dans le métier d'entraîneur, quand on est entraîneur, c'est aussi dans sa compo d'équipe. C'est aussi faire confiance des fois. Alors, en plus, on n'a pas trop de pression. Enfin, moi, à mon niveau, j'ai pas non plus de pression que ça, que j'ai pas de pression financière ou autre. Mais c'est vrai que j'ai souvenir qu'à chaque fois que j'ai balancé des jeunes dans ce qu'on appelle le grand bain, on m'a demandé s'ils étaient prêts, si j'avais notamment à des postes qui sont un peu stratégiques, c'est-à-dire des postes de demi d'ouverture, des postes ou de demi de mêlée, des postes où on a des décisions à prendre et voilà, balancer des gamins, enfin des gamins, des joueurs qui sont jeunes, qui ont 18 ans au milieu d'un groupe senior. Et ben très souvent, c'est voilà, c'est une gestion de, à mon sens, c'est comme ça que je vois la gestion du risque, quoi. Quand tu m'en as parlé, une des ouais. thématiques qui t'est revenue, c'est ça, c'est entre guillemets prendre des risques. Et tu parlais de faire confiance. Je suis persuadé que Cindy a noté le mot faire confiance. Ça va résonner forcément avec la confiance en soi aussi du joueur. Donc, je pense qu'on aura des choses à dire là-dessus. Et tu parlais donc d'un temps qui n'est pas celui du match, qui est un temps d'avant. C'est le temps de la stratégie, de la réflexion et notamment de la compo. OK. Et notamment de la compo, ouais, tout à fait. Ça roule. Bon, quelqu'un d'autre? Après, il y a d'autres domaines. On va les balayer avec certainement les autres personnes et puis on les complétera à la fin. Hein. Donc, quelqu'un veut se lancer? Ouais, bah écoute, je veux bien. Moi, cette thématique me plaît énormément parce qu'en fait, elle oppose deux idées entre un jeu programmé, son projet de jeu et un jeu d'initiative. D'accord? Donc, on serait un petit peu dans la réflexion de quel jeu sur cette thématique. La deuxième, elle rejoint un petit peu ce que tu viens de dire sur la composition d'équipe, sur quel joueur, parce que est-ce qu'on veut des robots ou est-ce qu'on veut des créateurs, des joueurs polyvalents, suppléants. Et puis enfin, une dernière thématique une dernière, mais qui reprend la thématique mentale aussi, c'est sur la méthode qu'on veut inspirer, travailler pour justement développer des joueurs qui prendraient des risques, qui sauraient prendre des initiatives. Et je me rappelle d'un colloque auquel j'ai participé à la Fédération française de rugby, où qui était justement, on manquait de leaders en quelque sorte. On manquait de leaders. Les leaders de jeu, des leaders de vie, on en a toujours, hein, il y a toujours des garçons exemplaires, mais des leaders de jeu, notamment sur des postes clés, c'est une vraie problématique qui est ressortie. Voilà, il y a eu des belles thématiques on a discuté, on a évoqué certaines, mais cette ressource mentale, à mon sens, a besoin d'être approfondie. On a besoin d'aller plus loin, notamment et particulièrement dans les catégories les plus jeunes. Voilà. Okay. Quand tu parlais de méthode, ou de comment le faire, c'est la méthode d'entraînement, c'est-à-dire comment on entraîne. La méthodologie d'entraînement, d'accompagnement pour former des joueurs qui soient capables de prendre des risques, de prendre des initiatives. Voilà, parce que pour moi, prendre des risques, c'est prendre des initiatives. Et l'entraîneur a une mission de mettre un cadre dans lequel le joueur s'implique. Et je me rappelle de quelque chose qui m'avait beaucoup plu, c'est que les meilleurs joueurs, disait un entraîneur national, c'est ceux qui ne sont pas centrés dans le projet, mais qui sont capables d'arriver au borderline du projet. Et j'avais trouvé ça très intéressant, voilà, parce qu'aujourd'hui, un des entraîneurs nationaux disait, ouais, on a beaucoup de moutons, et c'est pas ceux-là qui forment les meilleurs joueurs. Voilà. Et il me semble, ça sera ma dernière idée là-dessus, que lors de la Coupe du Monde de 99, quand Olivier Magne prend le petit côté dans la demi-finale de la Coupe du Monde, ce n'était pas écrit dans le projet de jeu, mais c'est l'intelligence qui a primé sur le choix du joueur. Et c'est ce qui a permis à l'équipe de France de franchir des lignes et puis de connaître la joie que nous apportait ce match-là. Dans cette demi-finale, je pense que le projet de jeu, ils l'ont mis dans la poche et ils ont fait un peu ce qu'ils ont ressenti. Ils sont appropriés les grands principes. Et ça a fait exploser les Blacks. Donc, on s'en régale au souvenir, mais tu évoquais quelque chose aussi. J'essaye à chaque fois de retirer une idée un peu force. Hein. Alors, plein de domaines,
ok, on les a notés, mais tu évoquais une idée un peu clé qui était la notion d'équilibre entre la volonté de maîtrise, hein, on maîtrise des événements, on maîtrise des compos, on maîtrise de l'adversaire, qui est le fondement même de notre jeu, hein, pour vaincre, pour être efficace, il faut maîtriser des choses, hein, forcément. Et puis le côté borderline, comme tu disais, on est en équilibre entre casse le moule, quoi, fais autre chose. Ok, parfait, borderline, on retient. Quelqu'un? Ouais, moi, ce serait, par expérience personnelle après, hein, ce serait lié aussi beaucoup à la culture d'équipe et la culture de l'identité de l'équipe, du groupe, peu importe. Et notamment le fait que cette idée de prise de risque soit partagée par tous et pas seulement par une philosophie d'entraîneur ou pas seulement par des joueurs ou des joueuses à haut risque. C'est-à-dire que je peux, moi, vouloir comme entraîneur risquer le tout pour le tout, mais faire face à un groupe qui, lui, par sa personnalité ou par sa nature, soit plus conservateur. Ou à l'inverse, avoir un groupe extrêmement qui prend beaucoup d'initiatives et moi, comme entraîneur, être confronté à ça parce que je suis moi-même plus conservateur. Donc, ce que je ne suis pas d'ailleurs. Mais cette constance entre les deux est nécessaire. Alors, c'est sûr que quand on est en position de sélectionneur, c'est plus facile parce qu'on peut choisir des profils et les emmener vers ça si c'est notre nature à nous. À l'inverse, quand on a une équipe qui est une équipe de club, pas nécessairement qu'on a choisi, eh bien, on doit s'ajuster aussi. Moi, j'ai été confronté quand j'étais joueur, avec des entraîneurs qui nous disaient lâchez-vous et qui nous assassinaient au premier ballon tombé. Donc, il faut être constant après avec la pensée collective. Donc, nous, ce qu'on faisait, je vais être court là-dessus, c'est quand on prenait le groupe, moi j'ai pris un groupe en 2013 donc pour préparer une Coupe du Monde et on disait, question première, qu'est-ce que vous voulez que les autres équipes pensent de nous? Et qu'est-ce que vous voulez que les autres équipes, comment voulez-vous qu'elles nous identifient? Et la première chose qui est sortie, c'est prendre des risques. Bon, alors là, après, moi, j'étais très heureux, mais si ce n'était pas sorti, il aurait fallu peut-être que je l'amène et que ça aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, en résumé, c'est une adéquation entre ce qu'on veut et la réalité, en fait, de son groupe. Je comprends. Tu évoques plusieurs choses, bien évidemment, mais alors je ne sais pas si la classification, si l'étiquette que je vais mettre est la bonne. Tu évoques la notion de prise de risque ou on va dire de prise d'initiative, bouteille à moitié vide, bouteille à moitié pleine, voilà, positif, négatif, comme on le veut. C'est presque une valeur en fait. C'est une identité en fait. Parce que quand on demande à l'équipe ce qu'elle voudrait que les autres pensent d'elle, ça c'est un des éléments. Prise de risque, courageux, admettons. Bon, on avait toute une liste, 5-6 noms qui étaient sortis. Et ces mots-là, ils te suivent à l'entraînement, au match, au dîner, etc. C'est-à-dire que si aujourd'hui à l'entraînement, tu n'as pris aucun risque, tu n'as pas été courageux, etc., tu n'es pas du tout dans ton identité. Donc, cette prise de risque, finalement, elle a été constamment travaillée parce que c'était un élément qui avait été apporté par l'équipe. Donc, si l'équipe amène l'élément qu'elle veut prendre des risques, il faut que nous, comme entraîneurs, on puisse répondre à ça quand on construit une séance d'entraînement. Bien sûr, tu parles de cohérence en fait, hein, entre les actes et la parole. Consistance, c'est pas de constance. D'accord. Ok, Constance. Donc on aborde là, tu rejoins un peu, tu tisses un fil avec Stéphane sur l'aspect méthode d'entraînement, hein, constance dans l'entraînement et cohérence. Et on parle aussi un peu en amont d'un autre domaine qui est celui du team building, de construire l'identité, quoi. Ok, ça roule. Si tu le permets, Cindy, on te laissera peut-être conclure ce tour d'écran. Donc on va. Est-ce que tu es ok? C'est bon comme ça? Ah oui, oui. Et comme ça, tu vas nous dire ce que tu penses de tout ce qu'on vient d'échanger. On finit par Will sur l'aspect entraîneur rugby. Oui, je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit et je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que effectivement, quand on est obligé quand même de donner un cadre aux joueuses. Et je trouve que ces dernières années, justement, c'est des choses sur lesquelles on n'appuie pas assez, en fait, là-dessus, de mettre un cadre, mais un cadre assez large où les joueurs et les joueuses puissent sortir justement de ce cadre à l'instant. Et justement, c'est vrai que, comme il a été dit,
Si on dit aux joueurs prenez des risques, mais derrière on leur met une allumée, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut qu'aussi il y ait une espèce de confiance qui soit instaurée entre les joueurs et les joueuses et le staff en disant voilà, tu prends des risques, tu tentes, si tu l'as senti, ça marche, ça marche pas, c'est pas grave, on y reviendra dessus à la vidéo pour voir pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça marche et pourquoi il était pertinent de prendre des risques à ce moment-là ou pas. Et je trouve que cette relation-là, voilà, qui doit être créée entre les joueurs et entraîneurs est très importante. Et moi, c'est des choses qu'on a mis en place au cours de stages de pré-saison, justement pour leur faire prendre conscience qu'il n'y en ait pas qu'une qui devait prendre les risques, mais s'il y en avait une qui prenait les risques, il fallait que tout le monde aille dans son sens, quel que soit le choix, qu'il soit bon ou mauvais, pour se sortir de là si jamais ça ne passait pas, et que si ça passait, tant mieux, ça bonifiait, et ça mettait en avant toute l'équipe. Et que la prise de risque, elle doit être pour le collectif, en fait, et pas que pour sa propre personne. Et je trouve que chez les jeunes, souvent on joue la baraque, que ce soit dans les catégories Crabos ou même chez les filles ou quoi, on passe à la victoire avant la formation. Et moi, personnellement, souvent mon discours, il est celui-là, il dit moi, le plan de shot, à la fin du match, je m'en fous. Moi, ce que je veux voir, c'est ce qu'on a travaillé à l'entraînement, c'est des initiatives, c'est que vous preniez du plaisir. Et si tout ça a mis bout à bout, peut-être qu'on sera plus fort, peut-être qu'au bout du compte, on pourra se contenter du plan de shot. Mais voilà, la priorité, c'est quand même de prendre du plaisir et tenter les choses, amusez-vous. Et voilà. Et je trouve que ça, c'est très important, quoi. Ok. Avant de laisser la parole à Cindy, un peu surpris qu'il n'y ait pas eu de thématique purement terrain qui remonte, hein, du style le 15 qui remonte les ballons et qui prend des initiatives, hein, en premier lieu d'attaquer des espaces ou des bonhommes avant de taper, par exemple. Voilà, les 10 qui osent, un peu plus agressifs, plus proches de la ligne, enfin, voilà, des séquences de jeu où on aurait pu mettre en avant l'initiative. Donc voilà, on les gardera et on essaiera de trouver, nous, les domaines terrain qui nous conviennent. On va être donc un peu plus général. Cindy, tu as pensé quoi de ces premiers échanges? Qu'est-ce que tu as noté? Je t'ai vu noter plein de choses. J'ai écouté avec attention comment vous perceviez le risque à votre niveau et dans votre rôle d'entraîneur. On retrouve, ce que j'ai entendu, on retrouve la notion de rôle et de congruence entre ce qu'on va demander au joueur ou à la joueuse et ce qu'il va faire. Là-dessus, c'est, je crois, Sébastien, sans dire de bêtises, qui a parlé de la formation. En fait, c'est dès qu'on est en poussin, c'est dans la formation des jeunes qu'il va falloir avoir la notion de contrôle, parce que prendre des risques, c'est jouer avec cette notion de contrôle. Et qui c'est qui a parlé de culturel? Je pense que c'est François. Un jeune ou une jeune ne va pas avoir la même notion qu'est-ce que c'est le risque. Alors, le risque de faire une erreur, de me faire engueuler par mon coach, le risque de me faire mal, le risque de faire perdre l'équipe. Et donc, en fonction de leur culture, de leurs valeurs familiales et de par qui et comment ils ont été entraînés, ils n'ont pas ce même rapport. Donc, je suis d'accord qu'en début de saison, dans les stages qu'on appelle cohésion, je mets comme ça parce que je trouve qu'ils sont des fois faits correctement et des fois un peu moins, c'est poser tous ensemble qu'est-ce que c'est prendre un risque. Est-ce que c'est me sacrifier pour mon équipe? Est-ce que j'adore quand j'ai fait une connerie mais je me fais engueuler par le coach alors qu'il m'a dit que je devais prendre des initiatives. J'ai souvenir, on leur disait ça aux jeunes et j'avais le coach qui devenait rouge et j'étais obligée de le tenir en disant là, tu es en train de lui renvoyer que tu as dit qu'il pouvait faire des erreurs, mais là, tu es en train de lui renvoyer un non-verbal que ça te bouffe, qu'il ait fait une connerie. Alors oui, tu es humain. Bien sûr que tu avais envie qu'il prenne une bonne décision, mais apprends à gérer ton non-verbal parce que lui, du coup, il a bien compris que ça lui allait pas. Verbal, non-verbal, ok. C'est important que entre ce qu'on leur demande et vous leur demandez de se contrôler aussi, c'est aussi à l'entraîneur de se contrôler, c'est-à-dire que merde, il a fait une connerie, ben, ok, on assume. J'en prends la responsabilité de c'est peut-être un peu aussi de sa faute, mais c'est aussi de la vôtre s'il a fait une connerie. Est-ce que tu n'es pas en train de dire aussi, ou voilà, de mettre le doigt sur le fait qu'avant de parler de choses, il faut qu'on soit d'accord avec nous-mêmes, en phase avec nous-mêmes? C'est-à-dire que moi, les yeux dans les yeux, en face de ma glace le matin du match, quand voilà, est-ce que je vais être en phase avec qui je suis, quoi? Est-ce que je suis un entraîneur conservateur? Est-ce que je suis un entraîneur voilà, qui va vraiment débrider voilà, et
voilà, d'où ça vient et est-ce que je suis capable de le porter après vraiment complètement, quoi. C'est ça que tu dis. Personne n'est parfait. Par contre, ce qui est sûr, il y a la théorie, il y a la pratique. Ce qui est vrai, c'est que quand on est en accord avec ses valeurs, que ce que l'on dit, on le fait, et ben derrière, vous avez une meilleure adhésion de vos groupes. Ok, Même si c'est border. bien sûr. Même si c'est border. Donc, je fais une aparté rapidement. On a parlé de gagner le match. Alors, c'est Wilfried qui parlait de plaisir. Je suis d'accord. On leur dit, faites-vous plaisir. Sauf que depuis le début, on leur dit quand même que c'est important et sympa de gagner un match. Et c'est Demandez à n'importe quel jeune. c'est pas ça, là, d'être compétiteur et de vouloir gagner. Hein. Alors, Les sauf qu'en Français qui croient ça. psychologie, on sait que si tu rentres sur un terrain avec le seul et unique objectif de gagner, tu seras moins performant que si tu as un objectif de On maîtrise. n'entraîne pas des scores, on entraîne le comment. Ça, c'est vrai. Mais du coup, la notion de plaisir, elle ne sera pas la même pour un avant et un trois quarts. Quel est le plaisir dans le jeu? Donc, dans ces fameux stages où quand vous commencez à construire votre identité collective de votre équipe, dans la notion d'objectif et de but commun, je pense qu'il faut mettre en place une charte, des règles où on est d'accord sur qu'est-ce que c'est prendre des risques pour l'équipe. Ok. Qu'on s'entende bien. Ok. Est-ce que assez rapidement, en quelques minutes, et si c'est une question piège, tu me la renvoies dans la figure. Est-ce que tu peux… Moi, j'ai entendu faire confiance d'entrée. Hein, je ne sais plus qui a dit faire confiance lors de la compo d'équipe, faire confiance à un joueur, hein, qu'on lance, qu'on teste, un jeune, un mec qu'on met à un autre poste. On fait confiance. Et ça fait écho avec la notion de confiance personnelle du joueur lui-même aussi. Hein, donc, cette notion de confiance-là, en fait, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? La définition de la confiance, c'est se sentir capable de. Alors, capable de répondre aux objectifs que mon coach m'a fixés, capable de prendre la bonne décision, capable d'apporter du frais à l'équipe. Donc, d'où l'importance, oui, c'est avoir confiance, mais alors, quelle est la pression qu'il y a derrière? C'est-à-dire que s'il fait une connerie, il va se tirer le banc toute l'année. Il faut que le coach, il assume. C'est-à-dire que je pense que aussi le coach doit pouvoir se dire, je lui fais confiance et je me fais confiance à prendre cette décision. J'ai eu raison, j'ai eu tort. Mais il faut que les deux aient confiance. Et pas qu'ils soient en train de trembler en disant, putain, s'il nous fait une connerie, je vais ramasser derrière. Ok. Compris. Est-ce que quelqu'un sur les généralités veut rajouter quelque chose, un complément à faire avant qu'on parle peut-être d'un ou deux cas concrets et voilà, qu'on en tire des enseignements? Moi, j'aime beaucoup cette notion d'avoir cette cohérence entre les actes et la parole. Il n'y a pas que le début de saison et ces stages, c'est tout au long d'une saison, comment l'entraîneur doit mobiliser la ressource mentale, cette volonté de prendre des risques. On l'a inscrit, on en a fait une identité, on en a fait une culture, on en a fait une identité collective. Bon, mais comment je vais l'entraîner tout au long de la saison? Je crois que ça, c'est fondamental. Et avoir, bien sûr, cette cohérence entre ce qu'on s'est dit et comment je vais l'entraîner. Je crois que maintenant, c'est le comment. C'est comment je l'aborde, comment je l'entraîne, Il y a des joueurs qui veulent pas sortir de ce cadre, qui veulent assumer leur rôle sans prendre de place dans le… Et c'est à nous, entraîneurs, dans notre méthode, à inciter à ce que le joueur puisse s'adapter, prendre des risques et donner une force collective sur des principes partagés par tous. Des principes du mouvement général, le porteur de balle, responsable du ballon, les soutiens. Et c'est là-dessus qu'on doit en permanence être capable de revenir. Tu l'as dit tout à l'heure, si à un moment on fait une séance vidéo parce qu'on a perdu et qu'au final, seul le résultat est ressorti et que tu flingues les joueurs qui ont pris des mauvaises décisions, qui ont pris de mauvaises initiatives, tu vas à l'inverse de ce que tu as dit, soit sur le début de saison, soit ce que tu entraînes tout au long de la saison. C'est pas… Et je crois que ça, c'est compliqué. Ça dépend de l'environnement dans lequel nous sommes. Chez les jeunes, moi, je reste persuadé que l'initiative doit être première et que le résultat, il est certes important pour le jeune, mais il ne doit pas être premier chez l'entraîneur. Et ça, c'est très, très compliqué. D'autant plus que Cindy, à côté de chez toi, il y a un grand club
voilà, qui prône les initiatives, qui met les initiatives du jeu de mouvement première. Et ce qui sera intéressant dans le débat qu'on mène aujourd'hui, c'est comment tout au long des années qui passent, comment cet héritage est toujours présent. Et aujourd'hui, pourquoi on y revient? Voilà. Alors, j'ai une petite hypothèse, si je peux me permettre. On t'écoute. C'est une hypothèse. Hein. Les coachs aujourd'hui de ces grands clubs, ils mettent beaucoup de cœur, comme des clubs un peu moins connus, d'accord? Et en fait, je pense qu'ils ont du mal à se mettre dans la position de coach, d'entraîneur. Et ils rejouent un peu parfois leur propre carrière à travers les jeunes. Et ils ont du mal à avoir cette posture-là. Du coup, leur conscient va leur dire oui, il a pris une décision, c'est ce que je veux. Mais leur inconscient de joueur, de challenger, dit mais merde, putain, il aurait dû faire le bon truc. Et je pense qu'il y a aussi un manque de formation parce que aujourd'hui, quand je demande à un coach quelles sont les 5 étapes d'une formation d'une équipe, je ne suis pas sûre que la plupart des coachs les aient, les étapes. Et comment les construire avec le moyen. Tu demandais, Stéphane, le moyen de s'assurer qu'au cours de l'année, il y ait de la prise de risque au sein de l'équipe. Ben, vous pouvez faire une échelle et travailler sur des objectifs. Qu'est-ce que c'est prendre de risques individuels et collectifs? Et tu peux dire à un joueur, ben, là, tu as 2 matchs, tu es titulaire sur les 2 matchs, je te demande de prendre au moins pendant la première mi-temps, je veux que tu sortes de ta zone de confort. Et si tu regardes avec des grands yeux comme ça, je pense que il va te demander, ben, c'est quoi? Et tu lui donnes des exemples à la rigueur. Alors, il faut être dans le détail. Pour rebondir avec ce que tu dis, c'est intéressant, puisque là, on aborde vraiment la question du comment. Hein. Après, on va vraiment essayer de l'adapter à des cas concrets, ça serait cool. Mais sur la question du comment, de la jointure entre acte et parole, hein, dont tu parles, Stéphane, etc. Ouais. Oui, on peut être d'accord sur la définition d'un terme. On peut prendre le gamin au début ou le joueur voilà, en disant, voilà, c'est toi qui vas prendre des initiatives aujourd'hui, c'est ça qu'on veut, tu sors du cadre, très bien. Quels moyens on a donné pour que ces initiatives réussissent, c'est-à-dire notamment, hein, même si on ne verse pas complètement dans le jeu à l'instinct, le jeu à l'initiative, hein, sans programmation, etc., mais il faut quand même que l'initiative elle soit encadrée. Alors, à défaut de programme, à défaut de pattern, à défaut de tout ce que tu veux, qu'elle soit au moins encadrée par des principes d'action, des principes de jeu, c'est que nous devons entraîner en priorité. Parce que sinon, là, effectivement, on loupe quelque chose sur les moyens de réussite. Tu vois, on ne donne pas le moyen de réussir l'initiative, en fait. Tu vois, voilà. Donc, cette question de moyens, elle a vraiment une importance forte, bien évidemment, avant, dans les explications, ce qu'on fait avant, ce qu'il va faire pendant pour que ça marche, quels moyens on a donné hein, en termes d'action pour que ça marche, et après, quels moyens on se donne pour analyser, rebondir sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché en termes d'initiative. La question des moyens, elle est tout le temps. Mais quand on parle de jeu avec de l'initiative, les moyens d'action, c'est forcément en définition pour nous les principes d'action. Est-ce qu'on les entraîne? Est-ce qu'ils sont clairs? Est-ce que voilà, le mec qui va tenter un coup, est-ce que tout le monde va réagir? Voilà. Et ça, c'est notre boulot. C'est notre boulot fondamental. Est-ce qu'à l'entraînement, vous avez des situations d'entraînement où justement vous les mettez dans cette capacité à pouvoir prendre des risques? Oui, François, on t'écoute. C'est ce que… Vas-y. Ouais, comme tu veux. François, non, vas-y. Nous, basé sur ce constat et cette culture d'équipe où on voulait prendre des risques, c'était une notion qui était très ancrée au niveau de l'équipe. On s'était donné comme objectif, peu importe que ce soit des matchs amicaux, des tests ou des matchs de Coupe du Monde, que chaque surnombre, on les jouerait. Peu importe l'endroit du terrain. Peu importe. Voilà, parce que le surnombre n'est pas un risque en soi, mais peu importe l'endroit du terrain. D'accord. Si en 2013, quand on leur montrait un surnombre de nos 22 mètres, on leur aurait posé la question on attaque ou on n'attaque pas, tout le monde aurait dit non, on ne joue pas, on est dans nos 20. Ce qu'on a réussi à faire dans une adhésion, on va dire, collective, c'est qu'un an après, en demi-finale de Coupe du Monde, cette balle-là, on la joue. Mais entre 2013 et 2014, il y a eu une vingtaine, peut-être une trentaine
d'actions similaires qui ont été jouées dans des contextes de match par les joueuses pour qu'elles se rendent compte que cette prise de risque était finalement plus un risque, ou en tout cas un risque entraîné, calculé. Bon, c'est un exemple concret, mais il y en a plein. Et ce que je veux dire, c'est que la démarche de mes collègues et moi-même pendant cette période-là, de test match, de préparation, ça a été d'encourager et de donner les moyens techniques aussi pour réaliser ça. Parce qu'il est clair que si la passe est aléatoire, si la fixation du défenseur est aléatoire, si la lecture du jeu est déficiente, cette prise de risque, elle est vraiment un risque finalement. J'ai noté en lettres majuscules un risque entraîné. Et ça répond à la question de Cindy, c'est-à-dire que tu as contextualisé à mort la prise de risque, quoi. Enfin, en tous les cas, tu l'entraînes, la prise de risque. C'était une de leurs volontés en plus. C'est-à-dire que moi, je pouvais l'apporter à chaque fois que cette prise de risque n'était pas arrivée à l'entraînement ou pas concrétisée en match. La question, c'était pourquoi vous avez identifié la prise de risque comme un élément que vous vouliez et que vous ne faites pas. Donc moi, c'était facile pour moi d'appuyer sur l'accélérateur au lieu d'à l'inverse, de leur dire prenez des risques et puis en fait être face à un groupe qui ne voulait pas prendre de risques. Là, il y avait une cohérence, on va dire. Et encore une fois, ça s'entraîne, mais c'est jouer des surnombres, c'est créer des surnombres à l'entraînement. Ça, bon, on le fait tous, je veux dire. Vous avez noté un peu les exemples ou les cas concrets qu'on qu'on s'est énoncés entre nous, lesquels on peut traiter. Moi, j'aimais bien, j'ai noté tout ce qui est compo, choix de poste, hein, donc la notion de faire confiance à un joueur à un moment donné, hein, donc, ou sur une reconversion de poste par exemple, hein, donc ça peut être pour le match, voilà. Mais est-ce que ça, on peut essayer de le traiter en se disant avant, pendant, après, comment on gère, hein, la prise de risque et quels moyens on se donne? Est-ce que ça, c'est un premier thème qui vous parle à tous? Si je peux me permettre, Michel, Ouais, il y a aussi un thème qu'on n'a pas trop abordé, mais tu sais, on a tous eu à un moment le dernier ballon. Est-ce qu'on prend les 3 points ou est-ce qu'on tape en touche pour aller chercher la victoire? Et alors, bon, là, on a parlé dans d'autres thèmes différents d'entraînement avec des scénarios. Et c'est vrai que là aussi, tu vois, c'est entre l'entraîneur qui dit 3 points ou celui qui dit c'est toi qui décides au capitaine, parce que c'est toi qui es sur le terrain et qui sent tes forces. Est-ce que le lanceur est nouveau? Est-ce que c'est son premier lancer? Et d'avoir un retour là-dessus. C'est super, ouais, effectivement, les choix, hein, stratégiques et puis notamment plus de la prise de décision. Hein. Prise de décision plus que prise de risque, mais il y a quand même, oui, ça résonne quand même. Voilà, on va en touche, il y a un risque. Tu peux demander aux Anglais contre le Pays de Galles en 2015. Je vais en touche, je prends les points. Rappelle-nous, je ne vois pas le match. Je pense qu'ils perdent le match sur une décision de leur capitaine. Les Anglais sont sortis de la Coupe du Monde parce qu'ils vont chercher une pénale touche et, au lieu de prendre 3 points, je pense. Et pourtant, ce n'est pas des minimes, quoi. Alors après, c'est relatif. Hein, donc, on peut peut-être traiter ça entre nous. Hein, on commence par ce sujet-là qui est sympa, mais c'est assez relatif. C'est-à-dire, est-ce que tu es dans un match couperé? Est-ce que tu es dans enfin, tu vois, est-ce que tu vas chercher… À forte pression, à fort enjeu. Voilà, tu vas chercher des bonus ou pas. Enfin, tu pondères ça selon des contextes tellement différents. Hein, mais allez, on va dire que fondamentalement, on est à 3 points derrière. D'accord, on est dans le championnat français, on est à 3 points derrière, on a une pénalité tentable et facile à 30 mètres. Est-ce qu'on joue les 2 points de l'égalité ou est-ce qu'on va en touche? Tout à fait. Qui fait quoi? Ça dépend de quoi pour vous? Est-ce que c'est au coach? Moi, la question, c'est est-ce que c'est au coach de décider ou est-ce que c'est aux joueurs? Je pense que ça dépend dans quel contexte on les a mis depuis qu'on travaille avec eux. Parce que enfin, c'est toujours la même question. Est-ce que c'est centré sur l'approche est centrée sur le joueur ou l'approche est centrée sur l'ego de l'entraîneur et son incapacité, je vais dire, à gérer ses propres émotions. Donc, c'est compliqué. Cette décision, elle sera ultimement liée à ce qu'est l'équipe véritablement.
Moi, j'en suis convaincu. C'est impossible de jouer contre nature. Une équipe ne peut pas jouer contre nature, peu importe quelle soit la prise de risque et quelle soit la notion de risque dans une équipe. Des fois, jouer à 2 contre 1, pour des équipes, des fois, c'est un risque. La notion de risque, alors après, avec toujours beaucoup de respect pour ceux qui sont en première ligne en ce moment, mais il y a beaucoup de médecins qui parlent de la notion de bénéfice-risque, hein, où tu balances en permanence ça. Quel bénéfice tu as d'aller en touche, hein, donc entre guillemets, hein, par rapport, voilà, donc est-ce que ton buteur, voilà, il va t'accorder des points, tout ça, c'est très relatif. Quelqu'un a un avis là-dessus, au moins sur l'aspect culturel, l'aspect collectif? Ouais. Je vais vous faire part d'une expérience vécue lors de tournois, on va dire, caribéens. Je m'en vais pas, hein, Stéphane, hein, je t'aime beaucoup. Hein, je t'en prie. J'ai participé à des tournois et on a 2 cultures, 2 méthodes de présence de l'entraîneur. Tu as la culture anglo-saxonne qui a un certain recul, qui n'a même pas besoin d'être sur le terrain. Les joueurs sont au cœur du et c'est les joueurs qui décident en bien ou en pas bien. Puis tu as le joueur français, enfin l'entraîneur français, voilà, qui est le plus grand gueulard que la planète n'ait jamais créé, qui montre les 3 points s'il faut les prendre, qui téléguide beaucoup ses joueurs. Et au final, voilà, quand on parle de culture, Michel, on voit cette différence qui est prenante, quoi. Et le jour où on nous a interdit, où on nous a demandé de respecter le protocole de bord de terrain, c'est-à-dire seul sur le terrain était présent le médical, les entraîneurs étaient derrière la rambarde. Moi-même, je me suis senti un peu délaissé de ma relation avec les joueurs parce que j'ai senti à ce moment-là que on était très très proches et que des fois on était tellement pris dans l'action, dans un environnement temporel avec des enjeux, de la pression, le résultat, l'importance du résultat, tu vas te maintenir, tu vas pas te maintenir, enfin bon bref, mais que l'entraîneur a vraiment une part prépondérante dans cette notion de prise de risque et de prise de responsabilité. Voilà, moi j'inverse de responsabilité. Et culturellement, ça se voit entre une culture anglo-saxonne où le head coach est dans les tribunes et voilà, et le système français dans le top 14, on le voit de plus en plus prendre du recul, s'installer. Et puis tu as des entraîneurs qui ont cette difficulté d'avoir ce recul et qui sont plus proches. Je pense qu'il y a 2 méthodes qui s'affrontent. Certains vont donner leurs raisons et pourquoi ils le font. D'autres donneront leurs arguments aussi. Ça mériterait peut-être d'être confronté pour savoir voilà, quelle est la meilleure méthode. Là, tu faisais une photo effectivement culturelle. Cindy parlait de la bonne distance à trouver. On ne joue pas, quoi. L'entraîneur ne joue pas, c'est pas lui qui joue, hein. Il entraîne des joueurs. Donc, à un moment donné, effectivement, faire confiance, c'est s'abandonner aux autres, quoi, en fait. Si je C'est exactement ça, Michel. Seb, vas-y, alors enchaîne. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, la prise de risque, elle est liée au lâcher-prise. À quelque part, il faut admettre, tu vois, souvent les mots sont revenus, maîtrise ou lâcher prise. À quelque part, quand on a une prise de risque, et ce qu'il faut voir, c'est que dans la prise de risque, il n'y a pas que du mauvais. Les Anglais, effectivement, quand ils ont perdu ou d'autres équipes, ont travaillé cet aspect-là, ils sont revenus plus forts des années après. Les All Blacks l'ont fait aussi, ils ont travaillé après avec des préparateurs mentaux, mais ils auraient pu travailler avec d'autres personnes. En tout cas, ils sont revenus sur le pourquoi à ce moment-là. Ce capitaine, cette grande équipe, a pris cette décision d'aller en touche et de défier et de ne pas prendre les points alors que ça passait avec les points. Je me souviens plus en quelle année, j'ai revu le reportage il n'y a pas très longtemps. Et de toute façon, la prise de risque, ce qu'il faut, c'est il faut la prise de risque, on s'en fait quelque chose de monstrueux et c'est là-dedans aussi qu'on va progresser. C'est-à-dire qu'on va discuter avec le joueur, on va lui dire alors pourquoi à ce moment-là, tu as pris cette décision-là? Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que c'est simplement les filons vrillés et tu l'as pris sans réfléchir, ou est-ce que tu as eu une cascade décisionnelle qui a dit que tiens, on venait de changer le lanceur, ils avaient commencé à lire notre contre en touche, je me suis dit la touche c'est pas notre truc, on n'est pas rassuré, ou alors on avait perdu celle d'avant. Et donc voilà, le buteur m'a dit, a pris son engagement, il a dit ouais, ok, il lui a pas demandé est-ce que tu te sens de la prendre, il a dit oui je la prends, tout de suite il est venu, il a dit si tu veux je la prends, et voilà, donc j'ai pris mes décisions avec ça. Et là, c'est important de faire le retour avec le joueur et de dire OK, parce qu'on entraîne et leur carrière ne va pas s'arrêter sur ce match-là. Et on fait aussi les joueurs de demain. Et c'est là-dessus où je trouve qu'il faut que nous, en entraîneur, et je pense que Cindy doit le voir,
c'est souvent compliqué, même en début de séance, on parlait du capitaine. C'est compliqué aussi des fois pour un entraîneur de lâcher ça. Parce que le capitaine, il a une aura sur l'équipe. Donc, si on ne sent pas trop son capitaine, on se dit que merde, peut-être que si jamais il n'y a pas trop de résultats, ça va être le premier à monter un putsch et à nous faire prendre la porte. Donc, c'est toujours compliqué de est-ce qu'on prend le capitaine qui a des affinités avec nous ou est-ce qu'on prend le capitaine qui est le meilleur capitaine pour ce collectif-là. Tout ça, c'est. Du coup, c'est à l'entraîneur de choisir le capitaine. Pas nécessairement, mais. Vous tirez des pelotes, après on va tirer plein de fils. Donc, pas des fois. Oui, c'est pour taquiner, mais c'est pour réfléchir. S'il vous plaît, parce que c'est passionnant, mais j'aimerais qu'on arrive à donner des billes un peu concrètes sur certains sujets, et puis après, justement, ça permettra de les développer dans d'autres séquences de jeu notamment. Donc, on va dire que on fait confiance. Alors, on n'a pas nommé le capitaine, ils sont un peu tous capitaines, mais puis entre eux, donc cette fameuse pénalité en face des poteaux, ils décident de la jouer. Ils ont confiance dans leur buteur, mais finalement, le capitaine a regardé toute l'équipe droit dans les yeux et ils se sont sentis, ils ont décidé de la jouer. Nous, notre rôle d'entraîneur, qu'est-ce qu'on a fait avant pour que ce risque, cette initiative-là, qu'est-ce qu'on a fait avant pour que ça marche? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant et qu'est-ce qu'on va vérifier quand ils le font eux-mêmes, hein, qu'est-ce qu'on va regarder et qu'est-ce qu'on fait après que ça ait marché ou pas? On va en touche. Ouais, alors, avant, il y a l'entraînement, c'est ce que disait Sébastien. Oui. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, c'est à vous de réfléchir des scénarios. Je vais y arriver, des scénarios où vous les entraînez avec du stress, que ce soit du stress sur un défi de préparation physique derrière, s'ils sont fatigués en fin d'entraînement. Enfin, vous pouvez aussi accumuler plein d'éléments pour les mettre dans une situation de prise de risque, qu'elle soit psychologique, physique, alors sans les mettre en danger, mais ça, je vous fais totalement confiance. Et c'est d'abord à l'entraînement. D'accord. Donc, il faut qu'à l'entraînement, dans ces mises en situation, vous ayez objectif technique, physique, mais aussi psychologique. Et c'est ce que disait Stéphane tout à l'heure, peut-être une échelle. Là, de 0 à 10, t'en étais où dans ta prise de risque? Ah là, j'étais à 0. J'ai pris aucun risque. OK. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses pour être à 5 ou à 7? Et moi, je te demande d'être à 8. Donc, fais un truc pour être à 8. Concrètement, par exemple, ça voudrait dire qu'on a un paquet qui se sent sur l'échelle de risque à 8 sur 10 par rapport à un petit paquet en face, ou au contraire, il se sent le trouillomètre à 0, le capitaine a pris la décision, mais le paquet n'est pas capable de transformer la pénale touche. Enfin, j'essaie de le traduire. François, vas-y sur la notion d'entraînement peut-être et d'amont. Ce que disait Cindy tout à l'heure sur être capable de, je pense que c'est une clé, c'est la clé de tout ça. C'est parce que si la confiance, la prise de risque, la décision d'aller en touche ou de jouer, la décision, elle est liée à la capacité de le réaliser. Et cette réalisation, alors là, peu importe, hein, dans la formation du jeune joueur jusqu'à l'aboutissement, mais notre rôle, il est primordial, je veux dire, surtout chez les jeunes, on va dire, parce que demander à quelqu'un de prendre une décision peut-être difficile ou pas commune ou pas évidente, si il ou elle n'a pas les outils techniques. J'en reviens parce qu'on en parlait la dernière fois, mais pour moi, c'est que si tu ne sais pas faire, tu as beau vouloir le faire, tu ne pourras pas le faire. Moi, je voulais être astronaute, je ne le serai jamais, tu vois. Mais par contre, donner les outils, c'est essentiel dans cette prise de risque. Donc là, on a un rôle, nous, comme entraîneur, je dirais presque au jour le jour, ou du mercredi au mercredi, ou du soir au soir, en plus de mettre les situations, être capable de leur donner des outils pour les réaliser. Si tu demandes à un 10 de prendre des risques entre attaquer, passer, taper, mais que 2 sur 3, c'est-à-dire taper et attaquer, il ne sait pas faire, et qu'il sait juste passer, c'est pas assez. Donc, tu ne peux pas lui demander de prendre des risques s'il ne sait pas faire ça. Pareil pour un arrière qui tu lui demandes de contre-attaquer tous les ballons, s'il n'est pas capable de réaliser une croisée ou une passe de 20 mètres. Donc,
Il y a aussi cette notion d'être capable. Et c'est compliqué, à certains niveaux d'entraîner parce que je pense à des clubs, à des entraîneurs où, par exemple, les joueurs ne sont pas peut-être présents toute la semaine à l'entraînement. Or, la contextualisation sous stress, sous fatigue d'une fin de match à gérer avec de la pression maximum, voilà, où tu vas leur gueuler dessus exprès, mais pas parce que tu es méchant, mais juste parce que tu vas contextualiser le bordel ambiant. Mais en fait, le mercredi, le sauteur, il n'est pas là, quoi, en fait. Ou le lifter arrière, il n'est pas là. Tu vois, enfin, donc là, l'échelle de risque, elle en prend un coup, quoi. Elle en prend un sacré coup, quoi. Donc, il faut. Comment vous l'expliquez ça aux joueurs après attention, t'as pas, le choix est bon, pas bon parce que c'était pas suffisamment travaillé. C'est pas que je le veux pas, mais parfois je peux pas le travailler. Ou deux matchs en match. D'abord, le joueur sait souvent dans quel contexte il évolue. S'il évolue dans un contexte où il peut s'entraîner qu'une fois par semaine, souvent son adversaire aussi d'ailleurs. S'il peut s'entraîner qu'une fois par semaine, c'est sûr que le retour sur l'échec, s'il y a une prise de risque et qu'elle échoue, l'entraîneur doit être aussi, lui, cohérent avec son retour. C'est-à-dire qu'il faut donner un retour qui est cohérent avec le nombre de temps où tu as travaillé avec les moyens que tu as donnés, quoi. Exactement. Ouais. Si tu as les attentes de l'entraîneur des All Blacks quand tu entraînes une série, c'est évident que là, il y a plus d'adéquation entre ce que tu veux faire et puis ce que tu as en face de toi. Moi, j'ai entraîné une première série quand j'ai passé mon brevet d'État parce que c'était un challenge constant. Les gars, ils partaient à la chasse le matin, ils arrivaient au match 10 minutes avant. On s'entend que la préparation d'avant-match, ce n'est pas la même qu'une équipe internationale. Mais pourtant, c'est le même jeu à la fin. C'est la même philosophie de prise de risque qu'on veut, sauf qu'il y a une équipe qui est capable de le faire parce qu'elle s'y entraîne, et puis l'autre, elle est capable une fois sur 50. J'essaye de garder le cap, notamment au niveau du timing, pour qu'on passe le plus de possible. Aucun problème, non, on est là pour se comprendre. Mais donc, les autres entraîneurs, s'il vous plaît, comment vous… Donc, la touche a été faite, hein, on est allé en touche, puis finalement, elle échoue. Comment vous gérez l'arbitre siffle, comment vous gérez le retour au vestiaire et comment vous gérez la semaine d'après? Michel, si je peux me permettre, juste parce que tu es passé du avant ou après, c'est un pendant. Alors, allez, vas-y. Mais c'est parce que j'essaye de… Allez, vas-y. Le pendant, toi, tu n'es pas acteur. Oui, mais justement… Tu vas mesurer et voir des choses. C'est ce qu'a dit Cindy tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a le non-verbal aussi. Tu sais, des fois, tu le vois sur les top 14 ou Pro D2 quand tu regardes les matchs à la télé, tu vois des entraîneurs qui annoncent 3 points, les mecs qui prennent la touche, ils font comme ça. C'est déjà pas les mettre dans un bon contexte. C'est-à-dire que toi tu sais que là, la semaine d'après, s'ils échouent, c'est clair qu'ils sont… Et oui, tout à fait. Donc là aussi, c'est peut-être en tant qu'entraîneur, dire c'est leur décision, tu les as entraînés pour ça, ils ont pris la touche, t'applaudis, voilà, c'est bien les gars, voilà ce qu'on… Voilà. Donc tu le penses peut-être pas, mais il va falloir quand même le faire parce que c'est pas leur donner non plus des billes. Voilà, moi je pense juste ça pour le pendant, quoi. Tu as raison. Stéphane ou Will sur l'après, le retour vestiaire et la semaine d'après. Voilà, la touche a échoué, on a perdu. Je vais laisser Will. J'ai pris la parole. Non, mais c'est toujours pareil. Si dans notre philosophie, on laisse les clés du camion aux joueuses en leur disant si elles nous regardent, qu'est-ce qu'on fait? Si vous sentez de prendre les points, vous prenez les points. Si vous sentez d'aller en touche, vous allez en touche. Et qu'elles ont fait ce choix-là et que ça n'a pas marché parce qu'il y a quelque chose qui a fait que ça n'a pas marché. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme. On entraîne des joueuses qui sont en formation, qui sont là pour apprendre. Et justement, c'est se nourrir de ces erreurs, dire voilà pourquoi ça n'a pas marché et éventuellement visualiser à la vidéo pourquoi ça n'a pas marché. Et après, pas remettre en cause le choix en fait. Elles ont fait un choix, elles ont voulu aller chercher la victoire. C'est elles qui sont sur le terrain. Et se dire, voilà, la prochaine fois qu'on se retrouve dans une situation similaire, même si on fait la même décision d'aller en touche, peut-être qu'on reverra notre façon de notre lancement de jeu pour se sécuriser un peu plus le ballon et être sûr de l'avoir et pour pouvoir bonifier ce choix, quoi. Est-ce que c'est ce que tu dirais dans le vestiaire au retour, à chaud? Tu aurais ces mots-là? Alors, je ne rentrerai pas autant dans les détails, mais je sais qu'avec les filles, souvent, c'est arrivé cette année où c'est beaucoup plus sensible. Donc, du coup, quand il y en a une qui a fait un mauvais choix ou qui s'est trompée, elle a beaucoup tendance à s'accabler tout ça. Donc, c'est plus difficile. Mais dans le discours,
En soi, moi, personnellement, de la saison, même depuis 2 ans, même depuis 5 ans que j'entraîne les filles, jamais je leur ai tombé dessus parce qu'elles avaient fait un mauvais choix ou parce que je leur ai dit, mais non, il fallait prendre les points. Ou, voilà, on a fait un choix, vous avez fait un choix. C'est pas grave, des matchs, on en aura d'autres et on en gagnera d'autres. Et sur la philosophie que nous, on a eue cette saison, qu'on a mis en place, ça a plutôt bien marché. Et la prise de risque et sur le fil de la saison et jusqu'à ce qu'elle a plutôt bien fonctionné. Donc, peut-être pas rentrer dans les détails parce qu'en fin de match, les débriefs à chaud, c'est jamais bon. Mais et voilà, dédramatiser la situation voilà, au maximum. Okay. Il y a Stéphane qui va avoir plus d'ongles. Ouais. Ah non, c'est passionnant. Le jeu, il y a un de mes formateurs, et François va certainement me rejoindre, nous disait, d'accord, que le jeu, il est fait de droit à l'erreur. Voilà. Et que dans la formation du jeune joueur, le droit à l'erreur, chez les féminines aussi, enfin chez tout le monde, hein, finalement, le jeu reste le jeu. Voilà, le droit à l'erreur et qu'on doit revenir sur le droit à l'erreur, ça me paraît être fondamental. Comment m'expliquer un enfant de 10 ans, peu importe l'endroit du terrain, qui sera capable de prendre des initiatives pour aller au bout de son effort et certainement emmener son équipe de l'avant. Et pourquoi, quand ils arrivent en moins de 16, aïe, on est dans nos 22 mètres, on est dans notre en-but, il faut agir de telle manière, telle manière, telle manière. C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi on a perdu ce sens de la responsabilité, de l'initiative? Et moi, c'est cette volonté de comment l'entraîner. C'est un axe fort. Je crois qu'aujourd'hui, bon, il y a la notion de je veux faire un championnat, je veux gagner à tout prix. Donc, il fait qu'on ferme les choses. Et puis après, certainement, quand on entraîne dans des équipes internationales, d'élite, de top 14 et tout ça, il y a la pression, les enjeux qui gravitent autour de l'équipe. Exactement. Oui, effectivement, tout à l'heure, on essayait de relativiser par rapport aux contraintes d'entraînement, les joueurs qui sont là, pas là, les temps d'entraînement, etc. Là, il faut relativiser par rapport à l'enjeu. Tout simplement, la gestion de risque. Et effectivement, tu as raison, 150%. Quand tu joues avec ta tête sur un billot, que tu sois entraîneur ou même joueur, par exemple, voilà, parce que tu sais que tu vas être gardé ou pas gardé, ou que tu es pas. Enfin, tu vois, il y a des enjeux personnels de club qui font que le risque ne sera pas apprécié de la même manière, quoi. Tu as 150% raison. On va laisser conclure sur ce chapitre-là, peut-être Cindy. Ensuite, on essaiera de voir un peu plus sur la dimension individuelle, notamment, tu parlais les compos, on a parlé de choix de poste ou de reconversion, donc le faire confiance dans le cadre d'une trajectoire individuelle de joueur, cette fois-ci. Ça, c'est pour finir notre débat. Cindy, si tu veux conclure sur la notion de prise de risque collective et voilà, encadrement de tout ça. Le choix de mots. C'est-à-dire que si à l'entraînement, quand vous les mettez en situation de prise de risque ou de prise de décision et que vous leur dites « fais comme tu le sens », vous devez avoir le même discours en match. Wilfried, tu disais, je lui dis « fais comme tu veux ». Je pense que tu nous l'as dit comme ça. Sauf que la joueuse ou le joueur ne va pas avoir envie de faire comme il veut. Il va avoir envie de bien faire pour lui, pour l'équipe et pour le coach. Et au lieu fais comme tu le veux, je pense, je dirais fais comme tu le sens. Ou alors, si vous avez l'habitude. Fais comme tu le sens, voilà. Non, fais comme tu le sens. Fais comme tu le sens. Ouais. C'est ce qu'on leur dit, quoi. Et voilà. Ou fais-toi confiance. Mais il faut que ces paroles-là, ces mots-là, vous les ayez dans le même cadre à l'entraînement. Tu veux dire avant, pendant et après, que le discours ne change pas. Bien sûr. Exactement. C'est lier des paroles à des actes en tant qu'entraîneur. Bien sûr. Tout à fait. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose, oui, Cindy? Je sais que ce qui avait bien fonctionné avec les jeunes, c'était prends la décision, va jusqu'au bout. Assume ta décision. C'est-à-dire, donne-toi à 100%. Et c'est-à-dire que quand ils disent j'ai merdé, est-ce que tu as été à fond? Ouais, et bien ça me va. Je pense que il y a aussi le regard des autres joueurs, l'adhésion ou pas dans l'action et l'adhésion ou pas après dans le débrief, tu vois. Donc, putain, il fait chier, c'est toujours lui qui nous… Tu vois, il y a voilà, dimension… Là où le coach doit intervenir et dire, on a une règle, il y a marqué, je prends une décision et je l'assume jusqu'au bout. Toi, tu t'es trouvé le match dernier, là, c'était lui, ou c'est toujours même peut-être se poser des questions et faire un travail individuel. Après, on a dans la nature de notre sport… je pense aussi que, comme tu le dis, Cindy, la notion d'aller jusqu'au bout, de tout donner, de tout lâcher, c'est que… L'engagement, on s'engage complètement dans la prise de risque. Et en fait, c'est que
par nature, notre sport, si on s'engage et même si on merde, tant qu'on avance, on merde pas tant que ça. La réalisation n'est pas totale, la prise de risque a un peu échoué dans l'œuf, mais finalement, tant qu'on a le ballon et qu'on avance, le jeu est fait de plein d'erreurs, mais on continue à avancer. Donc, quelque part, c'est même presque un parachute, une sécurité. Finalement, tant que tu avances, tu es quand même encore dans le jeu. Ou quand Là, encore on va pas rebondir sur un autre mais débat, mais si on doit définir une frontière, ou en tous les cas prendre une frontière symbolique et un exemple du conservatisme ou au contraire de la libre entreprise et de l'audace et de l'instinct et de l'initiative, c'est dans la définition même des zones de terrain, de la profondeur du terrain. Parce que oui, effectivement, tant que tu avances, tu perds pas grand-chose, mais bon, admettons que tu perds une balle sur une initiative où tu perds une balle, oui, en zone de marque adverse, c'est moins grave. Mais tu fais la même initiative proche de ta ligne. Là, tu sais si tu es conservateur ou pas conservateur. Si tu lui gueules dessus et que tu as perdu le ballon et que tu te remets sous pression, qui marque ou qui marque pas. Mais tu es dans des zones à risque différentes. Et voilà, bon, on ne va pas rebondir parce que c'est encore un aspect collectif et je voudrais qu'on finisse, il nous reste peu de temps, sur l'aspect un peu individuel. Stéphane avait parlé de voilà, être en cohérence sur des formations joueurs, le parcours des joueurs, comment on les entraîne, quelle méthode on a pour dégager l'esprit d'initiative et le faire confiance. On attaque là-dessus. Donc, on a par exemple un jeune 10 qu'on forme. On est dans une équipe à enjeu. Tous les matchs sont importants. Ce jeune 10, en fait, on a du mal à lui donner du temps de jeu, quoi. Et pourtant, on sait qu'il a des qualités, mais on sait qu'il va devoir se tromper. Ou d'autres sujets liés à un parcours individuel. Avant, qu'est-ce que vous faites avec un joueur pour le mettre dans les bonnes conditions, pour qu'il réponde à des attentes à un moment donné, quand il aura une chance, quand on va le reconvertir à un poste, voilà. Avant, dans l'action, comment vous mesurez, comment vous l'aidez le joueur, et après. Est-ce que quelqu'un veut prendre un sujet comme ça là, sur l'encadrement et le suivi de l'encadrement en général de l'initiative individuelle, du risque individuel, quoi. L'encadrement de jeunes joueurs, ce jeune 10 en particulier, c'est encore une fois, je me répète, c'est de lui donner les outils pour réaliser ce que tu attends de lui, c'est-à-dire l'entraîner spécifiquement à quelles sont les skills d'un numéro 10. Alors concrètement, François, par exemple, ça veut dire comment je vais être sûr, pour me faire confiance à moi-même, quand je vais lui donner sa chance, qu'est-ce que je peux mettre avant, comment je vais mesurer certainement des choses, du temps, des efficacités, voilà, qu'est-ce que je fais avant pour que je me soulage dans la prise de risque, en fait, à un moment donné. Le avant, il est sur quelle période? C'est avant 1 heure avant ou 1 an avant? Ouais, c'est très variable, mais admettons, par exemple, c'est un jeune 10, il monte en équipe première, il a 18 ans, il est pétri de talent, on sait qu'il a le talent. Mais est-ce qu'il a suffisamment le reste, le travail, le temps, en plus les autres T, est-ce qu'il les a pour qu'à un moment donné, sur un match, j'y vais, mais alors, le cœur léger, quoi. Vas-y. Qu'est-ce que je mets en place avant, en fait? Qu'est-ce que je peux mettre en place avant? S'appuyer toujours sur des grands principes qui seront toujours les mêmes au sein du projet de l'équipe. Voilà, les principes fondamentaux que tu as parlé, on ne doit que s'appuyer là-dessus. Parce qu'ils seront toujours vrais dans le facile, dans le difficile, et ça, on reviendra toujours dessus. Est-ce que là, c'était la bonne décision? Est-ce que là, sous pression, est-ce que tu as respecté les principes? Parce qu'à ce moment-là, on pourra toujours dégager des valeurs communes, des idées communes. Tu veux dire s'assurer de sa compréhension et de son savoir déjà un peu des principes. Exactement. Ils sont immuables, ils ne changeront jamais, peu importe l'enjeu, peu importe la façon de jouer, peu importe si tu étais sous pression ou avec facilité. Voilà, on s'appuie dessus, ce seront toujours les mêmes. Et on s'évalue par rapport à ça. Moi, j'ai participé sur un module d'entretien d'explicitation où le joueur, au travers d'une séquence vidéo, était capable de revisualiser sa situation et de donner les repères qui ont fait qu'il a pris telle ou telle décision. Voilà. Et on l'écoute, on ne le corrige pas, on l'écoute, on le laisse parler. C'est très important.
Donc, s'assurer de sa connaissance, excuse-moi, j'essaie, s'assurer de sa connaissance, hein, de l'acquisition de choses, hein, principe. C'est un peu pareil, certainement, enfin, avec d'autres outils de mesure, hein, quantifiables plus facilement sur l'acquisition de gestes techniques. Hein. Est-ce que c'est un bon buteur? Est-ce que, voilà. S'assurer aussi, peut-être, on te laisse parler, Stéphane, et Cindy, de son niveau de confiance. Et c'est là où je voulais rebondir. Ouais. C'est là où je voulais rebondir, c'est qu'on a la chance d'être un sport collectif où l'amalgame de ce jeune de 18 ans doit être forcément, comment on va dire, en partenariat avec un ancien. Il doit être pris sous la coupe d'un ancien ou sous la coupe d'un leader pour être mis en confiance. Un jeune joueur, pour qu'il puisse exprimer tout le potentiel que l'entraîneur ressent, il doit être en confiance. On doit trouver le moment opportun quand on est entraîneur. En fait, on est comment dire, chef d'orchestre. Voilà. Et on doit trouver le moment opportun pour le rentrer dans la meilleure situation, au meilleur moment. Quand on faisait rentrer, comment il s'appelle, le talonneur là, qui est au Stade Toulousain, qui est aujourd'hui à Toulon et qui avait le lancer en touche et qui a à chaque fois… Ouais. Ouais, c'est un Tao, non? C'est pas… Oui, voilà. Et bien qu'à chaque fois, Non. il s'est retrouvé en situation. À un moment, je pense que peu importe la situation, il a dû travailler fortement avec un coach mental pour essayer d'extraire un petit peu cette négativité qu'il avait à chaque fois. Et la richesse de ce sport collectif va nous permettre justement que le jeune pétri de talent puisse être mis dans les meilleures conditions sous forme d'un tutorat, sous forme d'un accompagnement spécifique. Voilà. Okay. Donc, la réassurance de la confiance, hein, pour s'alléger dans la prise de décision, dans la prise de risque. Il nous reste moins de 10 minutes, donc ça va passer très très vite. Cindy, sur la notion de confiance, tu peux nous donner quoi comme bille ou… Alors, à chaque fois, je cherche les prénoms, j'ai que vos noms, je suis désolée. Je rejoins François, il faut lui donner les moyens qu'il ait confiance. Donc, des stats, par exemple, à chaque entraînement, je trouve que tu progresses sur telle ou telle action, sur telle décision. Être sous la coupelle d'un autre sur le terrain, oui, ou dans l'équipe, mais en fait, il faut surtout s'assurer qu'il ait son rôle qui est clair, son rôle formel de 10 de buteur potentiellement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez de lui à ce rôle-là et à ce niveau-là, sur ce match-là? Il faut que ça soit hyper clair pour lui, pour vous, mais aussi pour l'équipe. Et du coup, comment l'équipe vient en soutien? De toute façon, c'est le principe du rugby. Si je fais une connerie, le copain est là, l'équipe est là pour rattraper. Donc, les fondamentaux, je rejoins Stéphane, c'est je fais une connerie, les copains vont rattraper. Et par contre, mon job, c'est de vite me remettre en selle pour reprendre le rythme. Mais il faut que son rôle soit clair. Et est-ce que vous l'alignez sur le premier match de top 14 ou est-ce qu'en situation de match amicaux, vous l'avez déjà mis en place en début? Vous ne le lancez jamais sur un match, si jamais en match amicaux, vous ne l'avez jamais lancé sur son terrain. Est-ce que le travail, hein, et l'entraînement du rôle, hein, ok, aussi important soit-il, est suffisant? Est-ce que l'estime de soi, est-ce que la valorisation, est-ce que la confiance en soi, c'est aussi autre chose? La confiance en soi, pour la construire, vous avez les expériences, la comparaison aux autres, donc face à qui il est aligné et contre qui potentiellement il se bat entre guillemets pour avoir sa place dans l'équipe, mais aussi en face. Et il y a tout ce qui est discours interne. Donc, c'est hyper complexe pour un entraîneur. Alors, vous pouvez jouer sur les expériences, donc avoir des feedbacks positifs. L'entraînement, ouais. Sur la comparaison aux autres pour que ça lui serve aussi bien dans le négatif que dans le positif pour que ça lui serve, et s'assurer que son auto-persuasion est positive. Et ça, il faut avoir des entretiens individuels et le questionner. Est-ce que si je t'aligne samedi ou dimanche, tu te sens prêt? Est-ce que tu es prêt à jouer avec l'équipe? Ok, très bien, parfait. On a juste, je remets par rapport au timing, François, tu enchaînes après, il nous reste 7 minutes, donc on va certainement parler pour une dernière fois un peu tout le monde, donc vas-y, enchaîne François, et puis si tu as une question ou une remarque complémentaire qui servira de ta conclusion. Non, voilà. C'était juste pour rebondir sur Cindy, là, sur le fait de cette confiance, elle se gagne, nous, dans la culture ici, plutôt anglo-saxonne, sur le travail. C'est-à-dire que cette confiance, évidemment, il y a beaucoup de zones où tu peux échouer, mais si tu as travaillé beaucoup et plus, mentalement, tu es plus confiant. Elle n'est pas subjective, tu essayes de la rendre objective.
Mais en fait, à la relation au travail. C'est aussi dans la nature culturelle du sport anglo-saxon. Le travail, et d'abord, quand on revient sur des entraîneurs, est-ce qu'il a travaillé assez? Est-ce qu'elle a travaillé assez? C'est toujours cette question qui revient à chaque fois. Okay. Donc, entre tout donner, qui est une chose, un concept un peu, OK, mais ça veut dire quoi? Mais travailler concrètement. Combien de minutes? Et définir les tâches. Hein, donc, on entraîne des tâches, des choses à faire. Mais ça se minute. Je veux dire, OK. Conclusion et remarques supplémentaires. Chacun son petit mot. Qui veut enchaîner? Je vais finir. Oui. Pour terminer, oui, il y a une chose aussi, moi je trouve importante, c'est aussi la confiance. Il faut que le joueur il sente qu'on lui fait confiance. S'il sent qu'on le met par dépit ou parce qu'il faut lui donner du temps de jeu, le joueur ou la joueuse, ça se ressent. Moi, je l'ai vécu en tant que joueur, ça. Et j'explique pas, même certaines fois, des joueurs qui ont, peu importe leur âge, qui font une super saison et l'année d'après, changement de staff ou changement de club, et ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Et c'est arrivé même, voilà, moi j'ai du mal à comprendre comment d'une année sur l'autre, hein, en changeant de staff ou en changeant de club, on peut passer d'être performant à être inexistant. Mais quand je dis inexistant, c'est inexistant. Et je pense que souvent la relation entre l'entraîneur et l'entraîné est beaucoup plus importante et impactante que ce qu'on va leur donner comme contenu à l'entraînement. Si le joueur, il sent qu'on lui fait confiance, qu'on lui donne toutes les billes, tout ce qu'on a dit, tout ça c'est très bien. Mais voilà, il faut vraiment qu'il sente qu'on lui fait confiance, quoi. Voilà. Je pense que c'est très important. À la fois en verbal et en non-verbal, comme diraient Seb et Cindy. Et tout au long de l'année, avant, pendant, à la bière du soir et tout le temps. OK. Quelqu'un pour… Ouais, alors, tu vois, juste pour conclure, pour ma part, tout à l'heure, tu as dit, quand tu as donné l'exemple, tu as dit comment je peux y aller, le cœur léger. Et tu vois, en définitive, ce n'est pas toi qui vas jouer, toi, tu es l'entraîneur. Et tu vois, dans ton discours, tu disais comment je peux prendre cette décision, le cœur léger, de le faire jouer, de lui faire confiance. En fait, c'était au sens… Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est marrant parce que se rendre la décision facile, c'est quelque part aussi un bon indicateur du niveau de confiance que tu vas vraiment accorder aux joueurs et de ce qui va se refléter dans l'équipe aussi, si tu veux. Tu vois, donc, si la décision est légère, tu y vas le cœur léger, c'est que probablement tu as fait un travail d'entraîneur en amont qui peut être suffisant. On ne maîtrise jamais rien. Mais voilà, c'est dans ce sens-là. Après, mais souvent, tu sens au fond de toi, tu sens qu'il est prêt. Et tu vois, c'est comme cette touche. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est quels sont les indicateurs qui t'ont fait penser qu'il était prêt en fait. L'échelle de risque est différente. OK. Oui, effectivement. OK. Seb, si tu veux rajouter un dernier truc, ou c'est Stéphane, et puis après on laissera le mot de la fin bien sûr à Cindy. Écoute, moi c'est ce que je vais noter dans mon retour, c'est vraiment lier cette cohérence entre les actes et les paroles quand on est entraîneur. Ça me paraît être incontournable. Si on veut construire une vieille tête sur de jeunes épaules, quand on veut faire rentrer ce petit jeune de 18 ans, voilà. La notion de confiance pour ce joueur-là, elle va être déterminante. Je rejoins totalement ton idée, Wilfried, en disant que comment un joueur peut passer de l'ombre de lui-même d'une saison à une autre, mais c'est une relation de confiance qu'on a créée avec ce joueur dans les meilleures conditions. J'ai l'exemple de Romain Ntamak, on a pris le temps d'une certaine maturité, on l'a mis on a construit son niveau de performance pour qu'aujourd'hui il soit devenu un très grand leader de jeu pour l'équipe nationale. Donc je pense que voilà, il faut prendre du temps pour le construire. Ça demande une pédagogie, une démarche que nous, les entraîneurs, on doit travailler. Et la ressource mentale, quand on fait de la formation, qu'on forme des entraîneurs, je ne suis pas convaincu qu'on passe suffisamment de temps sur cette spécificité de la ressource mentale. Voilà. Et je crois que ça, c'est un manque que je mettrai en conclusion. C'est un manque sur lequel tous les entraîneurs, en tout cas moi pour ma part, voilà, j'apprends, je lis, je me renseigne, mais je n'ai jamais été formé dans ce domaine-là. Et je pense que c'est un vrai manque pour continuer à me perfectionner dans mon statut d'entraîneur. Voilà ma conclusion.
Parfait. Il te restera 1 minute. Ça va être très court, hein, Cindy. Je remercie tout le monde. Vraiment, merci. Le débat a été riche, toujours frustrant. On a l'habitude maintenant. Hein, on lance des sujets, puis on ne peut pas tous les traiter. Un grand merci à tout le monde. C'était super cool. On s'est bien régalé. Cindy, si tu veux un petit mot de la fin sur la gestion du risque et la dimension mentale, hein, qui a été prégnante partout durant cet échange. Merci à tous en tout cas. Je suis un peu embêtée de terminer, mais du coup, je vais en profiter. Le match est terminé. Il y a eu de la prise de risque, elle était bonne ou mauvaise. Qu'est-ce qu'on fait? Wilfried disait, il ne faut pas faire un débrief à chaud, on peut. Si on commence par du positif, ça c'était bien, ça c'était bien, ça c'était bien. On peut amener le négatif, je préfère quand c'est le joueur ou la joueuse qui l'amène, avec des pistes de travail derrière. Et on revient par du positif. Et en disant, de toute façon, je t'ai toujours dit, tu peux faire des erreurs du moment qu'il y a l'engagement et tu as ma confiance. Donc, un positif, un feedback, positif en détail, négatif et positif. Peu importe le délai. Et si vous faites ça, vous êtes sûr que vous et le joueur, vous allez enclencher de la confiance et de la motivation. Ok, parfait. Je retiens quelques mots-clés. Risque entraîné, lâcher prise, droit à l'erreur. Voilà, et plein d'autres choses.